et d'associer dans un formalisme qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. Et ça a eu comme conséquence que, en France, mais dans d'autres pays également, la physique quantique est non pas présentée comme une révolution, mais comme une évolution. C'est-à-dire qu'on l'a dit dans le cadre conceptuel du formalisme que pourtant elle remplace. On l'a dit avec les anciennes notions, si vous voulez. Et du coup, on perd la spécificité des nouveaux messages qu'elle nous adresse. Alors, j'ai dit que vous ne connaissiez pas la physique quantique, mais c'est pas tout à fait vrai. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg, par lequel parfois on résume la physique quantique. J'ai fait une vérification dans des manuels de philosophie de terminale ou dans d'autres ouvrages, et j'ai été étonné de voir que la définition qu'on donne de ce principe en 2013 est exactement la même que celle qu'on donnait en 1927, au moment où Heisenberg a formulé ce principe, alors même qu'entre 1927 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. L'énoncé par lequel on résume ce principe est le suivant. On nous dit qu'en physique quantique, on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. En 2013, on continue de dire cela. Sous-entendu, c'est même pas sous-entendu, c'est ce qu'on comprend en lisant la phrase, les particules ont une vitesse et une position bien déterminées, mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître. S'ensuivent des considérations très longues sur le fait que la nouvelle physique limiterait notre pouvoir de connaître. Ce qui est un contresens radical. D'abord parce que la physique quantique est très précise, plus précise d'ailleurs que n'importe quelle autre physique. D'autre part parce que c'est une révolution ontologique. C'est-à-dire, elle change la nature, ou en tout cas la description, des objets physiques qu'elle considère comme réels. Et ce qu'elle nous dit, c'est tout simplement qu'une particule quantique n'est jamais un corpuscule. Et donc, elle n'est jamais un objet auquel on peut attribuer une vitesse et une position bien déterminées. Et vous voyez comment, à propos du principe de Heisenberg, on a gardé le mobilier ontologique de la physique classique, les corpuscules. On garde le même mobilier, mais on nous dit que les propriétés qu'il a nous sont moins accessibles qu'avant. Et c'est dans cette baisse de l'accessibilité des propriétés physiques des objets que consiste la révolution quantique. C'est vraiment un contresens, et je voulais en parler dès le début pour que on ne commence pas sur de mauvaises bases. Alors un jour, un étudiant, qui est en fait une étudiante, m'a demandé de dire en quelques phrases ce par quoi se caractérise la différence fondamentale entre la physique quantique et la physique classique. Et dans un premier temps, je me suis dit que c'était impossible de répondre à une telle question, surtout avec la contrainte qu'elle contenait en quelques phrases. Mais en fait, à la réflexion, je me suis dit que la réponse est toute simple, puisqu'elle a déjà été formulée par Paul Dirac, un des pères fondateurs de la physique quantique. Dans le premier article qu'il a écrit, c'était je crois en décembre 1925, dans lequel il pointe justement une différence fondamentale entre la physique quantique et la physique classique. Que dit-il? Que ce qui caractérise la physique quantique, c'est la non-commutativité des observables. Bon, je vois à votre tête qu'il va falloir que j'explique un peu plus. Alors je vais expliquer. Prenons une particule classique, c'est-à-dire un corpuscule, puisque le corpuscule, c'est l'image que la physique classique donne des objets microscopiques. Donc c'est un objet qui est doté d'une vitesse et d'une position qui sont bien déterminées. Je peux d'abord mesurer la position de cet objet, puis sa vitesse, et dans ces deux cas, je mesure une grandeur qui existe indépendamment de la connaissance que j'en ai. Si je trouve un certain résultat pour la position, je l'enregistre, mais évidemment, je vais penser qu'avant que je fasse la mesure, la particule avait déjà la position que j'ai obtenue. Donc je peux d'abord mesurer la position, puis la vitesse. Je mesure dans les deux cas une grandeur qui existe indépendamment de la connaissance que j'en ai, et je ne fais en somme qu'enregistrer
une propriété. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.